SmackDown est donc repassé à 3 heures et c'est plutôt pour notre plus grand plaisir. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 3 janvier 2024. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et bien sûr, je vous invite à cliquer sur le lien pour m'aider à remporter cette caméra d'une valeur de 1000 €. Et oui, ça devrait être la dernière fois que je vous le dis parce qu'il ne manque plus que 3 personnes à s'inscrire et ce sera bon, je pourrai gagner cette caméra. Donc je compte sur vous, un dernier petit effort, ce serait vraiment très sympa de votre part. Et autre petite information que vous voyez très bien, j'ai encore une fois changé les miniatures, j'ai peut-être trouvé la bonne formule. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimais bien la formule d'avant, mais je crois que je préfère celle-ci. Bref, dites-moi ça en commentaire de cette vidéo. Et le show bleu va s'ouvrir avec le champion Cody Rhodes. Il va parler des changements qui vont avoir lieu à la WWE, le passage de SmackDown à 3 heures et l'arrivée de Raw sur Netflix. Il dit ensuite qu'il n'est pas médicalement apte à catcher, et ce, à cause de Kevin Owens. Il évoque son match de l'échelle au Royal Rumble, mais il est interrompu par Drew McIntyre. Intéressant de noter aux commentaires que Michael Cole explique que ces dernières semaines, McIntyre s'en est pris à tous ceux qui se sont alliés à Roman Reigns et Cody Rhodes en fait partie. Il a fait équipe avec Roman Reigns lors de Bad Blood 2024. Mais McIntyre va venir sur le ring et prendre Cody Rhodes dans ses bras. Il lui dit qu'il n'est pas là pour lui faire du mal, il est là pour l'aider. Il n'est pas sur sa liste, mais il le prévient. Selon lui, il est sur le point de gâcher toute son œuvre. McIntyre dit à Rhodes qu'il est le visage de la plus belle époque de la WWE, que les meilleurs catcheurs sont actuellement dans la compagnie et qu'il en est le symbole. Mais il ne veut pas que tout soit gâché. Rhodes répond à McIntyre qu'il connaît le parcours qu'il a eu, qu'il a vu ce qu'il a traversé pour revenir à la WWE, mais il ne le croit pas. Il ne croit pas à McIntyre quand ce dernier lui dit qu'il ne veut pas le blesser, mais l'aider. McIntyre insiste, peu importe ce que les fans croient, il est là pour l'aider. McIntyre va quitter le ring et dire une dernière chose à Cody Rhodes, de surveiller ses arrières. C'est alors que Kevin Owens va s'en prendre à Cody Rhodes par derrière. Une bagarre va éclater entre les deux et les officiels vont intervenir pour les séparer. Et oui, le Royal Rumble, c'est dans un mois maintenant, donc KO face à Cody, c'est dans un mois. Il faut donc écrire des choses pendant un mois, ce qui n'est pas évident sur le papier. On sait que Cody Rhodes face à Kevin Owens, ça dure déjà depuis un bon moment. Et donc on y rajoute Drew McIntyre dans cette histoire. Un McIntyre qui clairement va arriver du côté de SmackDown dans les prochaines semaines. Lui qui était du côté de Raw, avec l'arrivée de Raw sur Netflix, beaucoup de superstars vont aller du côté de Raw. Mais McIntyre, lui, va faire le chemin inverse et ça se comprend. Est-ce qu'on va avoir une alliance avec Kevin Owens? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de circonstance, quelque chose de momentané? Je le pense, oui, simplement pour ce soir. Alors les deux auront peut-être une discussion dans les prochaines semaines et ça va être très intéressant à suivre parce que les deux clairement se prennent pour les 10 heures de vérité à la WWE, ceux qui détiennent la vérité. C'est quand même intéressant de noter que Cody Rhodes est clairement sur la défensive. Il se met directement en tête que McIntyre lui veut du mal et ça se comprend, vu ce que fait McIntyre sur les dernières semaines, sans prendre aux amis de Cody Rhodes et à ceux qui ont fait alliance avec Roman Reigns. Cody Rhodes peut clairement se sentir attaqué. Bref, c'était une vraie belle promo. Shinsuke Nakamura fait face à Andrade. Alors, je ne sais pas, mais je crois que le match sur le papier était annoncé comme un match pour le titre. Alors, il ne l'est pas, c'est bien dit par les commentateurs et par l'arbitre d'ailleurs. Ce n'est pas un match pour le titre de champion des États-Unis, c'est ce que j'ai cru. Ok. Pas grave, c'est un match qui va durer 5 minutes, le match est bon, il va d'ailleurs mériter des This is Awesome de la part du public, mais une petite particularité, le ring est bleu. C'est vrai que je n'avais pas remarqué, mais le ring est bleu. Alors est-ce que ça va durer? Est-ce que du côté de Raw ça va être un ring rouge? En tout cas là le sol du ring est bleu. Alors ça m'a fait bizarre dans un premier temps, mais en vrai ça passe plutôt bien. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est quand même un gros changement. Bref, le match est bien, mais en même temps, j'ai envie de dire, si tu fais un mauvais match contre Andrade en 2024-2025, c'est que vraiment, il y a un problème. Vu la forme d'Andrade sur les derniers mois, c'est quand même compliqué d'avoir un mauvais match face à lui. J'aime bien Nakamura dans ce match, très agressif, là encore plus que d'habitude, et d'ailleurs, il va remporter ce match de manière très agressive. La manière dont il va balancer Andrade dans le poteau du ring, c'est bien violent, mais ça va lui permettre d'enchaîner avec le Kinshasa et de remporter ce match. Alors est-ce que c'est une victoire clean? Je dirais que oui, parce qu'il a simplement projeté Andrade sur ce poteau, il n'a pas réellement triché. Directement après le match, musique d'LA Knight
énorme pop. LA Knight qui vient s'en prendre à Nakamura. Nakamura va réussir à s'enfuir et LA Knight va prendre le micro pour dire qu'il veut évidemment récupérer son titre de champion des États-Unis. Immense pop hein, pour LA Knight, c'est assez impressionnant. On va donc repartir sur LA Knight face à Nakamura. Un poil déçu pour Andrade évidemment, qui je l'espère va profiter du retour de SmackDown à 3h pour continuer à avoir du temps d'antenne. Michin fait face à Piper Niven. Alors oui, c'est un match qu'on a vu et revu, hein. Vu que Michin a déjà eu cette rivalité avec Chelsea Green il y a quelques mois, et vu qu'on repart sur cette même rivalité, cette fois-ci autour du titre de championne des États-Unis, c'est sûr qu'on n'est pas dans la nouveauté. C'est un match qui va durer 4 minutes, mais c'est pas mal, hein. Piper Niven fait bien le boulot avec une Chelsea Green toujours aussi drôle à l'extérieur du ring qui elle aussi fait le show, mais en réalité j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce combat. C'est un match qu'on a déjà vu. Michin va donc en sortir avec une victoire et clairement est plus crédible pour aller maintenant s'en prendre à Chelsea Green. Alors ce match pourrait clairement arriver lors du prochain Saturday Night Main Event, ce prochain show qui aura lieu aux alentours du Royal Rumble, donc ça reste quand même dans 2-3 semaines. Est-ce qu'il y a encore des choses à raconter entre ces deux sur 2-3 semaines? J'en suis pas vraiment certain. Paul Heyman est sur le ring. Il veut parler du Tribal Combat entre Roman Reigns et Solo Sikoa de ce lundi à Raw. Il pense que Roman Reigns et lui ont entraîné Solo Sikoa à être le chef de tribu. Après la défaite de Roman Reigns à WrestleMania, c'est à ce moment-là que Solo Sikoa en a profité pour voler le Hula Fala et le statut de chef de tribu à Roman Reigns. Il assure que lundi prochain sur Netflix, il n'y aura pas de règles, mais il y aura un gagnant et un perdant. Et le seul et véritable chef de tribu sera Roman Reigns. Solo Sikoa va faire son entrée. Il va réclamer le micro à Paul Heyman et demander à Phoenix, Arizona, de le reconnaître en tant que chef de tribu. Sikoa pense que c'est l'heure pour Heyman de reconnaître la vérité. Il veut lui offrir une faveur. Il dit qu'il a besoin d'un homme de confiance pour lundi prochain à Raw. Un homme qui respecte sa famille. Un homme qui respecte le symbole du Hula Fala. Alors si Roman Reigns le bat lundi, il lui mettra le Hula Fala autour du cou. Et alors, Solo Sikoa reconnaîtra Roman Reigns comme le chef de tribu. Mais quand il battra Roman Reigns, car il va battre Roman Reigns, Paul Heyman mettra le Hula Fala autour de son cou et tout le monde saura que le collier lui revient et que Paul Heyman lui revient. Il sera son wise man pour toujours et Roman n'aura pas d'autre choix que de le reconnaître en tant que chef de tribu. Alors c'était une excellente promo hein, de la part des deux, même si lors de la promo de Solo Sikoa on a malheureusement des chants what. Encore une fois, c'est insupportable. Juste si je veux être aigri quelques secondes, c'est bien, c'est une super promo, mais c'est quand même bien dommage que Roman Reigns ne soit pas présent pour vendre son propre match. Parce que cette même promo, mais en ayant Roman Reigns et Solo Sikoa, ça aurait été bien aussi. Hein, même si ma hype n'est pas immense pour ce combat-là, je pense que ça aurait été bien. Là, c'est Paul Heyman, et Paul Heyman, c'est toujours aussi fantastique, hein, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi passionnant, mais je pense qu'avec Roman Reigns, ça m'aurait encore un peu plus touché. On comprend donc que Paul Heyman, si Roman Reigns perd, il ira clairement dans la bloodline de Solo Sikoa, ce qui rajoute encore un enjeu en plus à ce match qui n'en manquait pas. DIY défendent leur titre de champion par équipe face aux Motor City Machine Guns, un combat de 7-8 minutes et c'était vraiment très bon. Alors on a DIY qui clairement sont en train de manipuler un peu tout le monde dans cette division par équipe et notamment les Pretty Deadly. Clairement ils font alliance avec eux, on l'a bien compris lors des dernières semaines et là on l'a vu lors de ce SmackDown, ils leur ont dit si on est toujours champion et il faut qu'on soit toujours champion après ce match, eh bien vous aurez une chance pour le titre. Donc clairement ça veut dire il faut que vous soyez présents et ils seront présents un peu plus tard dans le combat. Mais sinon pour parler du match simplement en 2 contre 2, c'était excellent. On a deux équipes d'expérience, deux équipes qui vont s'en mettre plein la tête et c'est ce que j'aime parce qu'on n'a pas simplement un match technique, pas simplement un match avec de la voltige, non, ça va bien frapper fort. J'ai notamment un moment dans le match où les 4 sont sur le ring et là ça s'envoie des bonnes droites, ça s'envoie des beaux chops et les 4 vont finir au sol et ça va bien applaudir dans le public avec des chants This is awesome, bien mérité. Alors évidemment ça ne va pas aller plus loin parce que les Pretty Deadly vont venir et vont intervenir et là on se dit que ça va donner la victoire à DIY mais non, les Motor City Machine Guns arrivent à se relever. C'est alors que Los Garza vont venir s'en prendre aux Pretty Deadly, vont les chasser du ring. Et oui, hein, parce que les Pretty Deadly ont menti. On dit que c'était Los Garza qui s'en était pris au Street Profit, sauf que ce n'était pas le cas du tout. Mais finalement, ces deux équipes vont se frapper sur le ring, ce qui va nous donner une disqualification, hein, vu que toutes les équipes sont sur le ring et se frappent. Disqualification. DIY conserve leur titre de champion par équipe et c'est bien eux qui ont gagné dans cette histoire. Alors, est-ce
Est-ce que ça veut dire qu'on aura finalement une course à plusieurs pour le titre, avec les Pretty Deadly qui sont dans le camp de DIY mais pourraient se retourner contre eux maintenant qu'ils auront possiblement une chance pour le titre? Ça va être très intéressant à suivre. Nia Jax défend son titre de championne face à Naomi dans un combat de plus de 11-12 minutes et c'était excellent. Et pourtant, la première partie du match, je me suis dit, oula, où est-ce que ça part? Parce que les 4-5 premières minutes du match, on a une Naomi qui se fait détruire par Nia Jax. Elle ne porte quasiment aucun coup, quasiment aucune prise. C'est très compliqué pour elle. Mais alors la deuxième partie du match, c'est l'inverse. Totalement. On a une Naomi en totale domination qui va priver Nia Jax de momentum, qui ne va pas la laisser respirer. Une Naomi qui met un rythme dingue dans la deuxième partie du match, qui sort d'énormes prises. D'ailleurs, elle va porter un Samoan Drop. Alors, double clin d'œil, parce que Nia Jax porte des Samoan Drop, mais aussi le mari de Naomi, c'est Jimmy Uso, qui porte évidemment lui aussi des Samoan Drop. J'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, on a même un crucifix impressionnant porté par Naomi. Bref, c'est un superbe match. J'étais pas convaincu par la première partie du match, en tout cas j'attendais de voir où ça allait nous mener, mais alors la deuxième partie du match, c'est génial. On a des interventions de Candice LeRae qui vont être directement coupées par Bianca Belair qui va se faire directement détruire par Nia Jax, et puis sur le ring on a une Naomi qui va contrer un enfourchement du haut de la deuxième corde de Nia Jax, ça se retourne bizarrement, et à ce moment-là, on a Tiffany Stratton qui va venir, elle qui détient la mallette Money in the Bank, elle voit les deux femmes au sol, et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va faire mine de cacher sa mallette, je dis bien elle va faire mine, parce que de l'autre côté, Candice LeRae distrait l'arbitre et Tiffany Stratton va mettre un énorme coup de mallette à Naomi, ce qui va donner l'avantage à Nia Jax qui va remporter ce combat. Et là on se dit, eh bien c'était top, c'était un bon moment, c'était un bon match. Tiffany Stratton encore une fois nous a joué le coup de je me retourne contre Nia Jax mais ça n'arrive pas, c'est un poil dommage mais c'est comme ça arrive assez souvent. Et sauf qu'après le match, Tiffany Stratton va s'en prendre à Candice LeRae, va s'en prendre à Nia Jax, Bianca Belair va porter son KOD sur Nia Jax, Stratton va directement balancer Bianca Belair sur la table des commentateurs et va cash in sa mallette Money in the Bank. Elle va porter son prettiest moonsault ever, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Victoire de Tiffany Stratton qui devient la nouvelle championne féminine. Quel moment, quel pop monstrueuse, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des cash-in, les pops sont monstrueuses, mais alors celle-là, elle était magique, tellement heureux, tellement content. Tiffany Stratton est déjà championne féminine. L'ascension de cette femme sur la dernière année, sur les derniers mois, c'est complètement fou. Elle a 2-3 ans d'expérience dans le catch. Je sais pas si on se rend compte, elle est déjà championne féminine du côté de SmackDown. Et j'aime pas ce terme, mais c'est plutôt mérité. Et surtout, ça va totalement changer la physionomie de SmackDown et de ce roster féminin. J'ai déjà hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce règne de championne de Tiffany Stratton. Waouh! Quel moment! Et dans le main event, on retrouve Sami Zayn, Jimmy Uso et Jey Uso face à la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa. C'est un match qui va durer assez longtemps, une vingtaine de minutes. En soi, je pourrais dire que ce qu'on pourrait retenir, c'est l'ambiance. Vraiment, l'ambiance est incroyable tout au long du match, et notamment lors de l'entrée de Sami Zayn et des Uso. Ils vont tous les trois faire leur entrée ensemble sur le thème de Jey Uso, et c'est fantastique, vraiment fantastique. C'est le highlight de ce combat, c'est l'entrée de Jey Uso avec ses deux compagnons. C'est incroyable, l'ambiance c'est dingue, et c'est ce qui va aussi permettre au match d'être meilleur, cette ambiance, parce que le match, encore une fois, j'en ai pas grand chose à faire, c'est un match de la Bloodline, donc c'est long et c'est long. On profite bien des 3 heures du côté de SmackDown pour nous faire un bon main event de 20 minutes, et surtout avec une entrée de Jey qui va durer bien longtemps, mais sinon techniquement c'est un match sympathique. Mais encore une fois, un match sympathique peut être sublimé par un fantastique public, et ça a été clairement le cas dans ce match. Il y a une très belle alchimie entre Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso. Alors l'alchimie entre Jey et Jimmy, on l'apprend pas aujourd'hui, mais Sami Zayn avec Jey, Sami Zayn avec Jimmy, ça fonctionne très bien sur le ring. Et l'alchimie, lorsqu'ils vont porter des prises, lorsqu'ils vont porter des coups, c'est-à-dire qu'à certains moments, ils vont s'allier à 3 ensemble, par exemple sur Jacob Fatu, eh bien ça va très bien fonctionner. Donc ouais, ça c'est la partie que j'aime bien. La partie que j'aime le moins, c'est la domination de Solo Sikoa et de son clan. Il ne se passe pas grand chose, c'est pas hyper bien passionnant, et la fin de match est assez
classique avec un Drew McIntyre qui va venir et un McIntyre qui va directement se faire attaquer par Sami Zayn, et ce qui va clairement coûter la victoire à Zayn, Jay et Jimmy, parce que sur le ring on a des tags qui sont faits et Solo Sikoa va surprendre Jey Uso et va faire le tombé gagnant sur lui. Victoire de la Bloodline 2.0, une victoire importante pour Solo Sikoa avant son gros match face à Roman Reigns, un Roman Reigns qui quand même n'est pas présent lors du SmackDown avant l'Euro sur Netflix, lors d'un SmackDown où il y a une promo avec Solo Sikoa, où il y a un gros match Bloodline contre Bloodline, il n'est pas là. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, évidemment son planning c'est pas lui qui le décide ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que c'est nul de ne pas voir Roman Reigns présent lors de ce SmackDown, alors que tout est fait pour qu'il soit présent, alors que tout est fait pour qu'il soit important lors de ce show. Bref, c'est le genre de choses qui m'agace énormément. Bilan de ce SmackDown et bilan de ce premier SmackDown de 3 heures, eh bien on sera sur un 8 de mon côté. J'ai vraiment bien aimé ce show. Alors je suis obligé de dire directement que le point négatif c'est qu'il n'y ait pas Roman Reigns, que tout tourne autour de Roman Reigns ou presque, mais qu'il n'est pas là, donc évidemment c'est un gros point négatif, ce qui fait que j'enlève quelques points à ce show, mais sinon globalement j'ai bien aimé. Je suis obligé de mettre en avant le cash-in de Tiffany Stratton qu'on attendait tous depuis un moment. Il est arrivé et il a été exécuté de la manière la plus parfaite possible. Vraiment, tu ne pouvais pas faire mieux, donc c'était fantastique. Le main event, on en pense ce qu'on veut, mais l'ambiance était incroyable. J'avoue que ça a vraiment beaucoup aidé. Et puis DIY face à Motor City Machine Gun, c'était cool. La promo de Cody au tout début du show, non, franchement, pas grand chose à dire de négatif sur le show. Encore une fois, c'était vraiment très qualitatif. On a pu voir donc que le ring était bleu, bizarrement, mais il semblerait que ça pourrait pas être le cas pour Raw sur Netflix, avec des logos de marque qui pourraient être présents sur le ring. On verra bien ce que ça donne et on en reparlera bien sûr mardi lors de mon récap de Raw. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve en live cet après-midi sur ma chaîne Twitch pour parler de Raw, de SmackDown, bref, de l'actualité WWE en général. Je compte sur vous pour être présent. Salut